Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi entraîner des grands modèles de langage est un défi aussi colossal? Le secret, ça réside dans l'énorme quantité de données de haute qualité dont ces modèles ont besoin. Mais obtenir ces données, c'est incroyablement difficile. Même si beaucoup de personnes ont essayé de résoudre ce problème de diverses manières, l'une des approches les plus prometteuses, c'est l'utilisation de données synthétiques, c'est-à-dire de données entièrement générées artificiellement. Par exemple, en utilisant un autre modèle de langue. C'est moins coûteux que d'autres méthodes, mais ça présente un inconvénient majeur, le manque de diversité. Récemment, les nouveaux LLM de NVIDIA issus de leur famille de modèles Nemotron ont abordé cette question. Ils ont partagé une nouvelle méthode pour générer des données synthétiques utilisées pour l'entraînement et l'amélioration des grands modèles de langage. Je suis Louis-François, cofondateur de Towards AI, où on crée et partage du contenu éducatif en IA, comme notre récent livre ou des vidéos gratuites comme celle-ci. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va explorer ce qu'NVIDIA a fait pour entraîner un LLM en utilisant des données synthétiques et ce qu'ils ont découvert. La première étape pour créer un ensemble de données synthétiques, c'est de générer des prompts synthétiques. Et pour ça, ils ont dû construire plusieurs modèles pour travailler les uns avec les autres. On verra en quoi ça devient très intéressant dans quelques minutes. Comme je l'ai dit, l'un des grands défis avec les données synthétiques, c'est le manque de diversité des contenus générés par ces prompts. Pour surmonter ça, NVIDIA a contrôlé la distribution des prompts pour couvrir un large éventail de scénarios grâce à quelques astuces. La première chose qu'ils ont utilisée, c'est une méthode appelée alignement itératif de faible à fort. Ça commence par un modèle initial puissant pour produire des données synthétiques qui sont ensuite utilisées pour entraîner un nouveau modèle qui devient ainsi encore meilleur ayant accès à plus de données. Ce serait comme utiliser GPT 3.5 pour entraîner GPT 4. Ce processus-là se répète en cycle. Chaque modèle amélioré génère des données de meilleure qualité qui permet d'entraîner un meilleur modèle et ainsi de suite. On passerait essentiellement de GPT 3.5 à 3.6 puis 3.7, etc. Cette boucle continue de génération de données et d'entraînement de modèles aboutit à des modèles de plus en plus performants. D'accord, on a trouvé une manière de créer des meilleurs modèles avec peu de travail manuel d'amélioration des données. Mais comment est-ce qu'ils ont résolu le problème de distribution des prompts qui était peu varié? Eh bien, ils ont simplement utilisé plusieurs techniques d'ingénierie de prompts. La première technique utilisée est celle des prompts à tour unique. Ici, un premier modèle qu'on appelle un générateur crée divers macro-sujets tels que l'intelligence artificielle, le changement climatique et par exemple les civilisations anciennes. Ensuite, chacun de ces macro-sujets est divisé en sous-sujets. Par exemple, sous intelligence artificielle, les sous-sujets pourraient être l'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel et les considérations éthiques. Des questions sont ensuite créées pour chacun de ces sous-sujets-là. Il existe deux types de questions. Des questions à réponse ouverte et des questions à réponse fermée. Les prompts pour les questions à réponse ouverte impliquent des questions nécessitant une réponse générée à partir de la compréhension et de l'intégration d'informations provenant d'un large contexte et de multiples sources. Comme par exemple, comment le traitement de langage naturel améliore-t-il l'interaction homme-machine? Ou quelles sont les implications éthiques du déploiement de l'IA dans les soins de la santé? À l'opposé, les prompts de questions-réponses fermées impliquent des questions ayant des réponses spécifiques et définitives pouvant généralement être directement extraites d'un texte ou d'un ensemble de données. Comme par exemple, en quelle année le premier ordinateur programmable a-t-il été inventé ou qu'est-ce que l'effet de serre? Pour les prompts des questions-réponses ouvertes, les questions générées sont affinées pour les rendre plus spécifiques et détaillées. Par exemple, une question générale comme quelles sont les applications de l'apprentissage automatique pourrait être affinée en comment l'apprentissage automatique est-il utilisé pour améliorer la précision des prévisions météorologiques. Pour les prompts de questions-réponses fermées, ils ont utilisé un jeu de données appelé C4, qui est une collection de données web mises à jour en continu. Chaque document de ce jeu de données est intégré au générateur qui produit une instruction spécifique à ce document. Le document est ensuite ajouté avec les instructions en utilisant des modèles manuels spécifiques. Par exemple, pour un document sur l'apprentissage automatique, l'instruction pourrait être « Résumer l'apprentissage supervisé et décrivez comment les arbres de décision sont utilisés dans le monde réel ». En dehors des prompts à tour unique, le modèle a besoin des données sur la façon de suivre les instructions spécifiques et de répondre de manière à satisfaire les exigences de l'utilisateur. Ça nous amène aux deux types importants de prompts suivants, les prompts de suivi d'instructions et les données de préférence. Examinons-les un par un pour expliquer pourquoi ils sont utiles pour la diversité des données d'entraînement. Donc, qu'est-ce que le suivi d'instructions?
C'est lorsque le modèle comprend et exécute les instructions spécifiques données par un utilisateur, assurant ainsi que le modèle s'aligne sur les attentes de l'utilisateur. Dans le cas de Nemotron, son propre générateur ou le meilleur modèle actuel crée ses prompts de suivi d'instructions, chacun étant associé à un prompt général. Par exemple, si le prompt général est « Écrire un essai sur l'apprentissage automatique », le prompt d'instruction pourrait être « Votre réponse doit comporter 3 paragraphes », en supposant que la réponse dans notre ensemble de données comporte effectivement 3 paragraphes, évidemment. On va donc simplement inventer des instructions qui décrivent le jeu de données qu'on a et qui devraient enseigner au modèle comment suivre ce genre d'instructions. Ces associations aident le modèle à fournir des réponses qui répondent automatiquement aux exigences spécifiques de l'utilisateur. C'est aussi pour ça que ChatGPT est si bon pour répondre à ce que vous demandez. Ici, une variation intéressante, c'est les instructions à tours multiples, où l'instruction s'applique à toutes les conversations futures, ce qu'on fait constamment avec ChatGPT. Par exemple, si l'instruction à tours multiples est « Répondez à toutes les questions avec des explications détaillées et des exemples » et que l'utilisateur demande d'abord « Quelle est l'importance du test de Turing », le modèle fournirait une explication détaillée incluant des exemples. Si la question suivante est « Comment le test de Turing s'applique-t-il à l'IA moderne », le modèle continuerait à suivre des instructions et fournirait une réponse tout aussi détaillée avec des exemples. Et donc dans ce cas-là, le modèle maintient le même style d'explication. Passons maintenant à la troisième technique, les données de préférence. Les données de préférence impliquent de créer synthétiquement des prompts à 2 tours pour aider le modèle à apprendre et à s'adapter plus efficacement aux préférences des utilisateurs. Par exemple, on utilise un prompt utilisateur provenant de ShareGPT, une plateforme où les utilisateurs partagent leurs interactions avec les modèles d'IA. Supposons que le prompt utilisateur de ShareGPT soit « Quelle est la signification de la vie ?» Expliquez-le en 5 paragraphes. Le modèle génère alors la réponse de l'assistant qui ressemblerait à « La signification de la vie est une question philosophique qui a été débattue tout au long de l'histoire. C'est un sujet complexe et différentes personnes peuvent avoir différentes réponses, etc. » Sur la base de cette réponse, une autre réplique est ajoutée et étiquetée comme la réponse de l'utilisateur, telle que « La réponse ne devrait pas être 42 ». Ce cycle aide le modèle à apprendre à anticiper et à répondre aux préférences des utilisateurs. Même si cette réponse pourrait ne pas être totalement exacte, elle ajoute certainement de la vie et même un potentiel de meme au LLM. Pour garantir que les réponses diffèrent les unes des autres et maintiennent un dialogue réaliste, le modèle reçoit des instructions de rôle claires sur la manière de fournir des réponses lorsqu'il répond en tant qu'assistant ou utilisateur. Par exemple, en tant qu'assistant, le modèle pourrait recevoir l'instruction de fournir des réponses détaillées et informatives, tandis qu'en tant qu'utilisateur, il pourrait poser des questions de suivi visant à obtenir des clarifications supplémentaires ou des informations additionnelles. On a discuté des conversations à 1 tour et à 2 tours avec le modèle. Mais dans la vie réelle, nos conversations avec le modèle sont souvent des allers-retours multiples. Pour gérer ces interactions plus longues, on utilise une méthode appelée la génération de dialogues synthétiques à tours multiples. Évidemment. Ici, on enseigne au modèle 2 rôles, l'un en tant qu'assistant et l'autre en tant qu'utilisateur. Le modèle reçoit des instructions spécifiques pour chaque rôle et commence avec un prompt initial, tel qu'une question ou une déclaration. Il alterne ensuite entre ces 2 rôles, créant des réponses en aller-retour simulant une conversation réelle. Ce processus-là aide le modèle à comprendre à gérer des dialogues prolongés en pratiquant les 2 côtés de l'interaction. Cependant, c'est très risqué car le modèle peut entrer dans des boucles répétitives et revenir à notre problème initial de manque de diversité de données. Avec toutes ces techniques de création de prompts, l'étape suivante consiste à s'assurer que le modèle donne la réponse correcte de manière souhaitée par l'utilisateur et reste diversifié. Ça s'appelle le peaufinage des préférences ou fine-tuning en anglais et repose sur la justesse des réponses. Pour générer ça, on a besoin d'un prompt et de sa réponse correcte et une autre réponse incorrecte associée. Par exemple, si le prompt c'est d'expliquer le processus de la photosynthèse, une réponse correcte décrirait précisément les réponses de la photosynthèse, tandis qu'une réponse incorrecte fournirait des informations sans rapport ou incorrectes. Comme on en a parlé, au cours de l'entraînement des modèles de NVIDIA, différents prompts ont été donnés à plusieurs modèles intermédiaires qui génèrent des réponses pour entraîner le modèle suivant, ce qui a une seconde utilité très intéressante. L'utilisation de plusieurs modèles crée un ensemble de données synthétiques plus complexe. Ça aide à assurer la diversité des données car chaque modèle peut générer des réponses légèrement différentes au même prompt.
reflétant une gamme plus large de perspectives et de styles. On peut utiliser des données déjà annotées ou bien un modèle pour déterminer si les réponses sont correctes. Ça aide à assurer la diversité des données car chaque modèle peut générer des réponses légèrement différentes au même prompt, reflétant une gamme plus large de perspectives et de styles. Mais on doit s'assurer que ces données-là sont bonnes. On peut donc utiliser des données déjà annotées pour ce faire, ou bien un modèle pour déterminer si les réponses sont correctes. Les annotations des données peuvent être basées sur les annotations d'ensemble de données existantes ou validées à l'aide d'outils pour les tâches en Python ou en mathématiques. Par exemple, pour un prompt lié à la résolution d'un problème mathématique, une annotation serait la réponse correcte calculée par un vérificateur. On pourrait ensuite utiliser un LLM ou un modèle de récompense comme juge pour l'évaluation du modèle. Par exemple, NVIDIA a observé que les modèles de récompense performent mieux que les LLM en tant que juge et différencient plus précisément les réponses. Par exemple, le modèle de récompense utilisé ici, Nemotron 4, montre une précision plus élevée dans l'évaluation des réponses dans les scénarios complexes, tels que la distinction avec des réponses nuancées et des réponses simples à des questions techniques. Cette approche avec un modèle de récompense non seulement assure la justesse des réponses, mais maintient également un ensemble de données d'entraînement diversifiées et de haute qualité, enrichissant la capacité du modèle à gérer une variété de requêtes et d'instructions. J'explique ce processus-là davantage dans ma vidéo sur ChatGPT et sur le RLHF, parce que ça utilise la même technique de modèle de récompense. En résumé, on peut voir à quel point les techniques de création de prompts plus avancées sont importantes, surtout lorsqu'on construit des systèmes de plus en plus intégrés et interconnectés, dépendant de LLM autonomes travaillant ensemble. Donc l'entraînement avec des données synthétiques, ça offre une approche prometteuse pour développer des modèles qui ne sont pas contraints par les biais des données, les problèmes de qualité ou les coûts élevés. J'espère que cet aperçu de la génération de données synthétiques pour entraîner des LLM comme NVIDIA le fait avec leur famille de modèles Nemotron vous a été utile. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous verrai dans la prochaine.